Alors, bonjour à tous. On va vous présenter aujourd'hui une conférence sur le thème de la phobie scolaire, organisée dans le cadre de la deuxième édition de Handy Vosges. Alors, on va se présenter. Alors, moi-même, c'est Christelle Schnitzler. Donc, je fais partie de l'association Phobie scolaire, dont je suis encore bénévole aujourd'hui. Ça fait maintenant depuis 2016 que je connais l'association et parce que je suis également un parent concerné, donc par mes deux enfants. Je m'occupe actuellement, donc moi je suis située sur Strasbourg, donc je m'occupe actuellement de l'antenne Alsace pour l'association Phobie scolaire. Je laisse ma collègue se présenter. Donc, Marie-Lorraine Jacquerez, voilà, je suis située à Vittel, donc je suis bénévole pour l'association depuis 2023. Je suis membre du conseil d'administration et je m'occupe tout particulièrement de la région Lorraine. Et je suis une maman concernée depuis 2016 avec trois de mes enfants qui ont fait une phobie scolaire. Voilà. Donc, je vais vous présenter tout d'abord l'association pour laquelle nous sommes bénévoles. Donc, elle est composée de personnes qui sont concernées par le thème de la phobie scolaire, que ce soit maintenant les membres du conseil d'administration, les correspondants régionaux dans les différents départements. Le principal objectif en tant que bénévole de l'association, surtout au sein des correspondants régionaux, est d'informer, de guider les parents concernés et d'aider justement à faire connaître et reconnaître la phobie scolaire. Donc là, les membres du CA sont actifs et également les bénévoles sur le terrain. Les trois piliers de l'association sont principalement le soutien aux familles, l'aide à la parentalité. Donc, on a créé un groupe Facebook qui aujourd'hui regroupe presque 15 000 parents sur le réseau Facebook. C'est un groupe privé réservé aux parents. Et on a également développé un site web où on met énormément de ressources à disposition qui sont en libre téléchargement. L'un des autres piliers est l'aide aux échanges avec les équipes scolaires. Donc, on a créé avec Ecoluma des ressources destinées vraiment aux enseignants, parce qu'on a remarqué, enfin, on a eu beaucoup de retours, comme quoi les enseignants également sont perdus ou démunis face à la prise en charge d'un jeune qui déclenche une phobie scolaire dans leur classe. Et le troisième pilier de l'association est la recherche et réflexion avec des professionnels de santé. Donc là, en 2018, il y a eu une première recherche française sur le thème de la phobie scolaire. Et l'étude a été publiée l'année dernière, en avril 2024. Et ça a été soutenu par le docteur Laila Benoît et en lien avec l'association. On a également aussi beaucoup de contacts avec des professionnels qui nous aident tout au long de l'année pour mieux comprendre et mieux aider à la prise en charge de jeunes qui souffrent de phobie scolaire. On va en revenir un petit peu à la base, tout ce qui est définition. Euh, alors, vous entendrez deux thèmes, enfin plusieurs termes pour définir la phobie scolaire. C'est vrai que vous allez nous entendre nous parler de phobie scolaire tout au long de cette conférence, mais entendez derrière ce mot-là qu'on utilise aussi, ça veut dire trouble anxieux scolaire, qui est un petit peu plus utilisé dans le monde médical, et le refus scolaire anxieux est le terme utilisé au sein de l'éducation nationale et par la plupart des thérapeutes qui suivent les jeunes. Donc, pour un petit peu revenir sur ce qui se passe au niveau des jeunes, c'est exactement ça, c'est une angoisse massive et incontrôlable qui met dans l'incapacité de réfléchir, un effet de saturation qui neutralise la capacité de réflexion et d'apprentissage. Donc, c'est ce qui arrive, qui en général, on va dire, sont les premiers symptômes d'une phobie scolaire, qui souvent, bien souvent, vous allez le voir par la suite, cachent bien autre chose. Ensuite, au niveau du terme, la phobie scolaire, pour tout ce qui est enfant ou adolescent, c'est bien, alors c'est situé dans tout ce qui se passe dans l'école, qui devient une source de souffrance et qui dépasse les ressources du jeune qui en souffre. Donc, ça se traduit généralement par une difficulté majeure ou une impossibilité régulière à y aller, à caractère anxieux, somatisation fréquente, maux de ventre, maux de tête, et y compris dans le cadre où l'enfant concerné a sincèrement envie de s'y rendre et fait tous les efforts possibles en ce sens, mais bien souvent ces efforts sont voués à l'échec face à l'ampleur de l'anxiété. Donc on va aussi en parler, c'est bien souvent des jeunes qui, oh, enfin, vite, c'est bien souvent des jeunes qui veulent
aller à l'école, qui ont envie d'apprendre, mais qui ne peuvent plus y aller. Donc c'est à distinguer du phénomène d'un caprice qui relèverait peut-être d'essayer de rater l'école un ou deux jours, mais ça relève vraiment d'une réelle souffrance chez ces jeunes. Et l'absentéisme et le décrochage sont bien souvent des conséquences de ce phénomène. Alors oui, deux cas de figure. Bien souvent, c'est un enfant qui se bloque et qui ne passe plus les portes de l'établissement. Donc là, les réactions sont assez impressionnantes et souvent disproportionnées par rapport à l'événement. Et on a aussi les enfants qui arrivent encore à aller à l'école, mais avec un fort taux d'absentéisme. Donc c'est des jeunes qui souffrent de phobie scolaire, d'un trouble de l'anxiété, mais qui prennent sur eux pour essayer de tenir un maximum au sein de l'établissement scolaire. Et alors, il y a aussi, voilà, au niveau de l'âge, alors c'est quelque chose qui peut survenir à tout âge. Il n'y a pas vraiment d'études qui démontrent comme quoi ça serait lors des changements de classe ou autre. On a aujourd'hui, au sein de l'association des enfants, ça peut aller de la maternelle, premier degré, second degré, université, voire plus loin. Imagé, voilà, c'est plutôt, on a des exemples comme Xavier, 12 ans. Sa mère l'oblige à se lever car complètement amorphe, l'oblige à manger malgré ses maux de ventre, l'oblige à se préparer, le force à s'installer dans la voiture, lui hurle dessus pour qu'il sorte de la voiture. Océane, 13 ans, déclenche des maux de tête, des maux de ventre, demande à aller à l'infirmerie régulièrement, a des blessures répétées, foulures, douleurs occasionnées lors d'une pratique sportive. Lucie, 15 ans, se scarifie quand elle rentre chez elle, un changement radical de comportement, agressivité envers les parents, la fratrie. Et Tom, 6 ans, pleure, s'accroche à sa mère tous les matins, refuse d'aller à l'école. Une fois en classe, reste souriant, mais ne s'exprime pas, reste plutôt réservé. Pour tous ces enfants, les périodes de vacances scolaires sont un répit. Bien souvent, tous les symptômes disparaissent à ce moment-là. Pour imager ce qui se passe pour un jeune, on va vous passer un témoignage d'une jeune lycéenne qui va vous expliquer comment elle a vécu sa phobie scolaire. Écoutez aussi le témoignage d'Amandine en France. Elle a 17 ans, elle est actuellement en terminale dans un lycée de Seine-et-Marne où elle vit depuis toujours. Et elle a raconté au micro d'Alice Milo sa scolarité qui n'a pas été un long fleuve tranquille. Arrivée en seconde, j'ai eu des souvenirs de mon arrivée en sixième, donc c'est quand même une longue histoire, où arrivée en sixième, je me suis mise dans la classe de ma meilleure amie, pseudo meilleure amie, puisqu'elle a commencé à me harceler, physiquement et moralement, donc ça s'est passé pendant à peu près tout le collège. Du coup, en arrivant en seconde, bah, je me suis dit, zut, est-ce que ça va recommencer? Puis il y a eu la rentrée, ça a fini par passer, et puis en fait, tous les jours, au bout de quelques semaines, j'étais stressée, j'envoyais des messages à ma mère, disant que ça allait pas, que je pouvais pas tenir, que j'avais mal au ventre, que je me sentais pas bien. Et le 22 mars, j'ai fait une énorme crise d'angoisse. En fait, tout ce que j'avais gardé, j'ai explosé. Il était 7h55, le cours a commencé et j'avais très 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 mal au ventre. J'avais des bruits, gargouillements, comme quand on a faim, mais c'est pas vraiment la même chose, c'est vraiment les gargouillements de stress. Et j'ai commencé à trembler, à transpirer, à pleurer. J'ai vu l'infirmière et j'ai dit, je veux rentrer à la maison. Là, je peux pas. Et du coup, ma mère est venue me chercher et je lui ai dit, je veux pas y retourner. Donc, j'ai été déscolarisée, j'ai vu mon médecin. Alors, je sais plus s'il a employé le mot de phobie scolaire, mais il m'a dit que j'avais peur de retourner au lycée. Et je le savais inconsciemment, mais j'ai enfin mis le mot dessus. Vraiment, 22 mars, je me suis dit, ok, je suis malade, quoi. On nous met toujours la pression. Arrivé en troisième, il y a le brevet, faut choisir votre métier. Oh, vous n'avez pas d'idée de métier, mon Dieu, c'est n'importe quoi. Comment vous allez faire? J'ai un souvenir d'une prof au collège qui nous disait vous allez finir SDF. Et arrivé en seconde, c'est il y a le bac, il y a le bac, il y a le bac. C'est logique d'avoir des contrôles, d'être évalué. Mais ce que je pourrais mettre en avant comme problème, c'est par exemple les horaires. C'est le cours commence à 7h55, on peut finir à 17h. Donc ceux qui habitent à côté du lycée, il n'y a pas de problème. Moi, j'habite à 15 minutes du lycée, mais le bus met 1 heure de trajet le matin, qui vient me charger à 6h50, 6h40. Parce qu'il faut voir que ici, vous habitez vraiment en pleine campagne, hein, donc il y a un bus de ramassage scolaire, mais il faut qu'il passe par toutes les maisons, de tous les petits chemins au milieu des champs, c'est ça? C'est exactement ça. Et du coup, bah, on essaye de dormir le matin dans le bus. Il y a tout le monde qui s'allonge dans les places parce qu'on est exténué, quoi. Et surtout que quand on rentre du lycée,
c'est pas fini, quoi. On a les devoirs. Et les professeurs, ils nous disent, non, il faut dormir 10 heures par nuit. Alors, le calcul, si je dors 10 heures par nuit, qu'il faut que je prenne mon bus à 6h40, 6h50, et qu'il faut que je fasse mes devoirs, que je mange, que j'essaye quand même de me faire une petite pause de 5 minutes, que j'aille prendre ma douche, faire mon sac, bon, bah, en fait, il n'y a pas de temps libre. C'est au début, on a juste peur au moment où on arrive devant la grille, mais plus ça va, plus on recule. Et c'est au moment d'aller se coucher, c'est au moment de s'habiller, de mettre les chaussures, d'attendre le bus. Là, on en devient vraiment malade. Si on est toujours dans l'anticipation et c'est plus possible. Et cette phobie scolaire, elle dérape, c'est-à-dire que je pouvais plus sortir de chez moi. J'ai engendré aussi une phobie sociale. J'étais au restaurant, je faisais des crises d'angoisse avec mes parents alors que j'avais pas de quoi être stressée. C'est comme une gigantesque glace et qui coule, qui se répand partout, quoi. Moi, on m'a toujours appris dans ma famille, c'est on se pousse jusqu'à tomber, quoi. C'est on lâche pas prise. Donc, vous êtes déscolarisé à partir du mois de mars jusqu'à la rentrée suivante. C'est ça. Comment vous l'annoncez à votre établissement scolaire? Je l'ai annoncé par l'infirmière. J'ai la chance d'avoir un établissement scolaire juste génialissime. C'est-à-dire que l'infirmière, elle m'a littéralement sauvé la vie. En fait, elle m'a dit, mais tu sais, t'es pas toute seule. Et en fait, on est plusieurs dans mon établissement. J'en connais 2 ou 3 qui sont aussi déscolarisés comme moi pour phobie scolaire. Et elle m'a dit, bah écoute, c'est pas grave, repose-toi. Si t'as envie de revenir, bah voilà, tu viens une demi-heure, 1 heure et tu repars chez toi. Te force pas, Amandine, fais à ton rythme. Ça a été très dur au début. C'est-à-dire que mon médecin m'a dit, tu vas voir, tu vas être très fatiguée. Et moi, je le croyais pas. Je dis, bah non, enfin, justement, je fais plus rien. Donc, et en fait, il y a tout qui m'est tombé dessus. Donc, les 2 premières semaines, je dormais. J'étais un zombie. Je me demandais même à quoi ça allait me servir de vivre, quoi. Pourquoi continuer si je suis malade? Enfin, si je peux pas réaliser mes rêves parce que j'adore apprendre. Et j'en pleurais parce que je pouvais pas retourner au lycée alors que j'adore apprendre, j'adore lire, j'adore échanger. Et là, bah, j'étais coupée de tout lien social et au début, j'avais interdiction de toucher à mes devoirs. C'est-à-dire que mes amis m'amenaient les devoirs et c'était ma mère qui les récupérait. Mon médecin ne voulait pas que j'y touche. Dès que je voyais un manuel, mais je commençais à stresser, c'était impossible. Et en fait, j'ai fini par reprendre doucement et j'ai toujours eu un très bon niveau, c'est-à-dire que bah, je m'en sortais avec mes propres connaissances. Je suis un peu autodidacte, donc je m'en sortais et au final, quand je suis revenue, on m'a quand même validé, on m'a dit, OK, bah, tu passes en première. J'ai pas tant travaillé que ça, j'ai essayé de relire un petit peu les cours, mais pas plus que ça, mais juste en échangeant avec mes parents, en parlant avec des amis qui étaient en cours, bah, je retenais et puis les professeurs et l'établissement savaient que j'étais une bosseuse, donc que j'allais rattraper mon retard. Du coup, ils m'ont laissé passer. Puis à la rentrée de première, ça s'est très bien passé, jusqu'au moment où on a dit, bon, bah, la semaine prochaine, contrôle. J'ai pas réussi. Et là, l'établissement encore est intervenu en m'aidant. Et ils m'ont dit, bon, bah, tes contrôles, déjà, tu vas pas les faire en classe. Tu as une salle pour toi. Quand tu as contrôle, tu viens nous voir. Et on t'ouvre la salle. Tu es toute seule dans la salle. Tu fais ton contrôle toute seule. On te fait confiance. Et on a mis en place aussi un tiers-temps. Donc, vous avez un tiers de plus de temps que les autres élèves. C'est ça. Donc si j'ai 3 heures de contrôle, j'ai 4 heures. Du coup, on a aussi mis en place un emploi du temps aménagé, c'est-à-dire que je choisissais les horaires que je voulais faire chaque jour et les cours auxquels je voulais assister. Pour commencer, quand on n'est vraiment pas bien, on choisit les cours dans lesquels on se sent le mieux pour essayer de réintégrer le lycée doucement. Aujourd'hui, vous êtes en terminale et ça va mieux. Ça va mieux, mais ça dépend vraiment des jours, ça dépend. Là, on approche du bac et c'est vraiment de plus en plus dur, quoi. Voilà. Alors justement, pour aller un petit peu plus loin, Marie-Laurenne va vous présenter les signes qui sont à repérer en classe. Donc, il y a déjà des signes qu'on repère dans les établissements scolaires, donc des absences répétées, donc des absences de jeunes qui ont beau être justifiées par les parents ou le médecin traitant, mais voilà, des enfants qui sont régulièrement absents, des symptômes physiques, maux de ventre, maux de tête, fatigue, troubles du sommeil, spasmophilie, des pleurs, des enfants qui se retrouvent isolés dans la cour, à la cantine par exemple, qui refusent de participer à des activités collectives comme des sorties, des voyages scolaires, ou des jeunes qui demandent fréquemment à aller à l'infirmerie. Certains signes vont s'inscrire dans la durée et la fréquence. Donc, des retards répétés, même justifiés, des hypersensibilités aux remarques des pères ou des adultes, des difficultés à franchir le portail,
une inhibition en classe malgré des bons résultats, un bon investissement scolaire, euh, les cours de sport, de PS, un évitement ou un mal-être, un désinvestissement, une chute de résultats, parfois un surinvestissement, pardon, des évitements des entretiens personnalisés. Et tous ces symptômes vont s'accentuer le lundi lors des rentrées scolaires, la rentrée de septembre, mais aussi celle du mois de novembre, et lors des évaluations. 9 fois sur 10, ces signes diminuent, voire disparaissent hors période scolaire, et ils réapparaissent de manière très violente à chaque retour de vacances et le dimanche soir. Parfois, il n'y a aucun changement à l'école, mais ce sont des parents qui constatent un changement de comportement conséquent au retour de l'école. En fait, les jeunes ont compensé toute la journée et décompressent le soir à la maison. Je vais reprendre le sujet. Alors, un phénomène qu'on entend nous très souvent au niveau de l'association, c'est la dépression souriante chez l'enfant. Alors, c'est ce phénomène où le jeune va camoufler son mal-être. Alors, c'est quelque chose qui arrive très régulièrement chez les jeunes concernés et qui fait souvent qu'il y a une incompréhension entre les familles et les établissements scolaires. Parce que c'est des jeunes qui vont donner l'apparence que tout va bien pour éviter justement qu'on leur pose des questions ou qu'on remarque comme quoi il y a un réel mal-être chez eux. Donc, comme c'est noté, donc c'est une forme de dépression masquée par une apparence de bien-être. Les personnes semblent épanouies, confiantes, souriantes. En réalité, c'est une souffrance profonde dissimulée derrière une façade sociale. Et les facteurs aggravants, bah, ça peut être les pressions liées à la performance, la peur du jugement, l'isolement émotionnel. Et là, on a aussi voilà, tout ce qui est l'apparence, enfin les sourires et énergie en public, c'est des retours qu'on a régulièrement des établissements scolaires, c'est-à-dire que ben, on ne comprend pas, puisqu'on les voit rigoler, on la voit rigoler avec son camarade, elle s'amuse pendant la récré. C'est bien souvent ces moments-là voilà, qui leur permet un petit peu de souffler. Après, il y a aussi ce côté perfectionnisme qui ressort énormément, la quête de réussite constante, une pression intérieure silencieuse. La pression que se mettent ces jeunes, c'est bien souvent lié à leur propre auto-exigence et ça vient rarement des familles ou de l'environnement qui les entoure. Donc, un isolement émotionnel, sentiment d'incompréhension, difficulté à exprimer leur mal-être, une fatigue et épuisement. Maintenir une façade joyeuse demande une énergie considérable, menant à un épuisement physique et émotionnel. C'est vraiment, ça s'apparente, on va dire, à un burn-out, ce qu'on entend un petit peu plus régulièrement. Et ce besoin de validation, une recherche constante d'approbation pour combler une faible estime de soi. Donc, c'est vrai que ça reflète nombre de jeunes qui souffrent de phobie scolaire. Donc, dans ces cas-là, c'est vrai qu'il est crucial que ce soit les parents, les enseignants, les amis qui restent attentifs aux signes subtils de cet état dépressif, d'offrir toujours un environnement de soutien, d'écoute, d'encourager les enfants à parler de leurs sentiments. Et cela peut aider à briser ce fameux cycle dans lequel ils sont mis de cette dépression cachée. Donc, bien souvent, c'est pour préserver aussi leur environnement familial, pour pas inquiéter plus que ça les parents qui s'occupent des jeunes. Donc, les parents vont constater des changements à la maison sur leurs jeunes. Ça peut être de l'agressivité, des réactions vives aux irritabilités, mais qui masquent une souffrance intérieure, des troubles obsessionnels compulsifs, des TOC, des rituels de lavage, douches répétées, des gestes méthodiques et obsessionnels, des tics nerveux, des clignements des yeux, des rictus, des mouvements involontaires des mains ou des visages. En fait, tous ces comportements permettent aux jeunes de réduire l'angoisse avec les gestes répétitifs ou des rituels rassurants, mais il va s'installer un cercle vicieux et dont l'enfant devient dépendant et un cercle qui renforce son mal-être. On constate aussi des troubles alimentaires, perte d'appétit, anorexie, boulimie, des troubles du sommeil, insomnie, hypersomnie, parasomnie, cauchemar, somnambulisme et de la dévalorisation. Des pensées négatives récurrentes, je suis nul, je vaux rien, je ne sers à rien. Et un repli sur soi, donc isolement, changement d'apparence,
et une image corporelle dégradée. On constate aussi des comportements qui les mettent en danger. Alors, des idées suicidaires, hein, j'ai plus envie de vivre, je veux mourir. Des menaces de fugue, des scarifications, et aussi, selon l'âge du jeune, une addiction aux drogues ou à l'alcool. Donc, c'est un choc pour les parents, une prise de conscience brutale, on découvre la souffrance de son enfant, c'est inattendu, bouleversant. Le souci, c'est que la phobie scolaire est silencieuse, mais elle est profonde. Et c'est un tsunami émotionnel. Les familles sont submergées par l'inquiétude, la culpabilité et le besoin urgent de comprendre et d'agir. C'est un vrai tsunami familial. Donc, je vais rebondir sur ça, les fameuses conséquences. Donc, l'impact sur les parents est énorme hein, quand un jeune souffre de phobie scolaire et on rentre dans un fameux l'engrenage épuisant. Donc, la charge mentale écrasante, gestion des rendez-vous médicaux, du travail, des démarches administratives et de la vie familiale. Une image sociale fragilisée, donc difficulté à expliquer la situation, pression du système scolaire, errance médicale, isolement et le jugement, donc un regard extérieur bien souvent culpabilisant, un sentiment d'incompréhension. Et c'est un peu la double peine pour les parents, c'est non seulement il y a la souffrance de l'enfant, plus la culpabilité parentale de se dire mais pourquoi, qu'est-ce que j'ai mal fait, et bien souvent un grand risque de burn-out familial. Alors, ouais, on parle des stéréotypes et des préjugés, donc c'est quelque chose qui revient assez régulièrement encore aujourd'hui, malheureusement. Et donc, c'est cette représentation que certaines personnes ont par rapport à des situations et qui restent un petit peu dans leur biais cognitif ou dans des clichés qui sont loin d'être constructifs pour les familles concernées. Donc, et ces clichés persistent bien souvent non seulement dans les échanges parents-établissements ou thérapeutes, et même malheureusement des fois même au sein de la famille. Donc, vous allez entendre bien souvent des remarques comme c'est un fainéant, c'est juste un caprice, ça va passer. La mère le couvre trop, elle l'étouffe. Un bon coup de pied au cul et il retournera à l'école. Les parents sont trop laxistes. La mère est trop complice, trop fusionnelle. C'est un insolent. Ou bien c'est lié à l'angoisse de séparation liée à la mère. Donc, c'est des clichés qu'on essaye un petit peu de casser au niveau de l'association, mais qui ont encore la peau dure, hein. Alors, les conséquences pour la famille sont assez énormes. Donc, il y a une perte de repères. C'est quel cadre poser quand l'école n'est plus là pour rythmer une journée. C'est vrai qu'on n'est pas du tout préparé en tant que parent à ce que notre enfant n'arrive plus à aller à l'école. Il y a un impact sur la fratrie quand il y en a une. Donc cette différence, lui peut rester à la maison et moi je dois aller à l'école. Donc arriver à l'expliquer au reste de la fratrie peut aussi être compliqué. Un sentiment d'impuissance, c'est voir son enfant s'éteindre, perdre sa joie de vivre. C'est très très dur en tant que parent, on se sent totalement démuni. Donc l'isolement social, on en a parlé avant, l'évitement des fêtes, des sorties de famille, car bien souvent on nous demande pourquoi il n'arrive pas à aller à l'école et on est incapable de l'expliquer. Un sentiment de culpabilité, tant pour l'enfant qui se sent responsable, qui est bien conscient de ce que ça a comme impact pour la famille, que pour le parent qui se sent démuni face à lui. Et puis on rentre dans une vie de justification. Donc, ce qui se passe, c'est que il faut sans cesse prouver l'état de l'enfant par des certificats médicaux, des bilans, et la voix du parent perd toute sa valeur, car bien souvent jugé coupable ou responsable de ce qui arrive aux jeunes. Alors, c'est encore des événements qui arrivent trop souvent aujourd'hui. La menace de signalement à l'académie pour les absences, et qui peut des fois aller jusqu'à l'information préoccupante, que ce soit maintenant par une personne de l'établissement scolaire que des professionnels de la santé, malheureusement. Il faut être conscient qu'au niveau des sacrifices du temps, c'est 69% des parents réduisent leur rythme de travail pour s'occuper de leur enfant. Ça a une réelle conséquence non seulement sur la famille et aussi sur le budget familial. Donc, alors, la phobie scolaire est multifactorielle. En fait, on prend souvent le schéma de l'iceberg. Donc, la phobie scolaire, c'est la partie visible de l'iceberg. Et les familles doivent explorer ce qui est caché. Donc,
elle a parfois des causes et des conséquences. Tout est un peu entremêlé, en fait. Voilà. Donc, une étude du docteur Benoît montre que 48% de la phobie scolaire est liée au harcèlement entre jeunes ou, euh, ou suite à des liens avec un adulte au sein de l'établissement scolaire, des troubles anxieux généralisés, dépression, burn-out de l'enfance, le haut potentiel qui cache des troubles associés, des angoisses de performance, des troubles des apprentissages, dyslexie, etc., des chocs émotionnels, des décès ou maladies d'un proche, d'un animal, des événements familiaux graves, un déménagement, un divorce, le TSA, donc trouble du spectre autistique, les troubles attention avec ou sans hyperactivité, TDAH, des maladies rares, maladies auto-immunes, épilepsie invisible par exemple, des questionnements sur le genre, l'orientation sexuelle, transidentité, homosexualité, l'angoisse de séparation, surtout chez les plus jeunes jusqu'à 3 ans, envers l'adulte référent. Donc, donc le harcèlement et ce qu'on constate de plus en plus, c'est une grande part des troubles du neurodéveloppement. Alors pour les thérapies, donc nous sommes une association, donc voilà, on peut seulement aiguiller, conseiller. Donc ce qui marche bien, donc les thérapies comportementales et cognitives, TCC, la thérapie EMDR, surtout pour les traumatismes, l'approche médicamenteuse en antidépresseurs. Donc, vous pouvez avoir plus d'informations sur les liens le site de notre association. Voilà, le traitement, il peut être donné. Et voilà, en tout cas, ça dépend. La décision revient au médecin. Voilà. D'autres techniques peuvent être intéressantes. De l'art-thérapie, de coaching scolaire, de la médiation animale, la sophrologie, l'hypnose, voilà, plein de choses qui peuvent améliorer l'état du jeune et aussi lui permettre de sortir de la maison en cas de phobie sociale. Ok, alors c'est vrai que nous, au niveau de l'association, on va beaucoup vous parler au niveau de l'accompagnement du trio gagnant. Donc, et c'est vrai que c'est une des choses à vraiment mettre en avant. La priorité, c'est ça, c'est accompagner et pas culpabiliser. Donc, on va déclencher un petit peu tout un phénomène autour du jeune, autour de l'enfant concerné. Et donc là, le but, c'est vraiment de créer le dialogue avec l'école, la famille et l'équipe de thérapeutes qui va suivre le jeune. Donc, c'est essentiel pour une meilleure prise en charge pour le jeune, pour aussi garder le dialogue, parce que c'est pas évident, on va dire, c'est pas juste à l'école de faire quelque chose, juste à la famille ou juste au thérapeute, mais c'est également un ensemble qui va graviter autour du jeune. Le soutien de famille, bien sûr, reste essentiel. Là, on va être aussi dans tout ce qui est les progressions. Alors, c'est vrai qu'on parle souvent de 3 phases, hein. Donc, premier temps, c'est la pause pour l'enfant, la mise en action pour les parents. C'est le déclenchement des réunions d'équipe éducative, de rechercher des solutions, quel est le meilleur plan d'aménagement à mettre en place pour le jeune, voir à l'instant T comment lui se porte, est-ce qu'il arrive encore à venir ou pas. Donc, dans un second temps, c'est vrai qu'on va faire plein de tests au niveau des aménagements. Et on sera bien souvent dans ce laps de temps, les parents vont être à la recherche un petit peu de faire des bilans, voir un petit peu qu'est-ce qui se cache derrière ce trouble anxieux. Et dans un troisième temps, on formalise, on va dire, le plan d'accompagnement. Là, on va être dans la phase où on a le retour des bilans, en sachant qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'on a des mois d'attente pour obtenir des diagnostics. Donc, il est essentiel de réagir bien avant les certificats et les bilans pour prendre en charge un jeune. La règle d'or, oui, c'est ça, c'est ce qui fonctionne pour un enfant ne fonctionnera pas forcément pour un autre enfant. Un jeune souriant ne veut pas dire qu'il va mieux et ils mettent souvent un masque pour cacher leurs angoisses. Alors, il faut vraiment accepter le temps, c'est-à-dire c'est éviter de mettre un deadline, par exemple, se dire dans 3 mois ça va aller mieux. Chaque parcours est différent, chaque jeune est différent et il lui faudra le temps nécessaire pour se ressourcer et arriver à revenir plus régulièrement au sein de l'établissement scolaire. La prise en charge rapide, c'est-à-dire dès les premières, on va dire les premières absences répétées ou autres, c'est de se poser la question, qu'est-ce qui fait que ça démarre? C'est pas de se dire qu'il faut absolument qu'ils viennent tous les jours, mais c'est de tout de suite réagir et peut-être freiner à temps pour éviter un décrochage total. Une recherche approfondie des causes,
Donc, comme on le parlait avant, il faut vraiment penser bilan pour mieux comprendre le fonctionnement du jeune et adapter, on va dire, la prise en charge par rapport à son profil. Et donc, je répète, mais parce que c'est important, de l'alliance entre l'école, la famille et les thérapeutes. Donc, les aménagements, donc, ce qu'il faut faire, c'est donc formaliser les aménagements avec les établissements scolaires. On peut faire par exemple un PAI qui va plus tenir compte de la santé de l'enfant. En cas de reconnaissance MDPH, il peut y avoir un PPS, un projet personnalisé de scolarisation. Euh, Parfois, voilà, on peut proposer un PPRE, programme personnalisé de réussite éducative, mais qui a évité parce qu'on met sur le jeune une pression supplémentaire. C'est un contrat, un engagement, et voilà, les jeunes ne sont pas prêts. Et le plan d'accompagnement personnalisé, PAP, il est insuffisant parce qu'un trouble anxieux a besoin d'un avis médical. Il est important de sensibiliser les autres élèves et les professeurs aux troubles anxieux scolaires, au refus scolaire, pour que l'enfant ne se sente pas stigmatisé. Voilà. En fait, il va avoir des aménagements, mais alors pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Il peut aller qu'en sport et il peut pas, il n'est pas obligé d'aller en sport et moi, il faut que j'y aille. Donc, c'est important d'expliquer aux autres élèves pourquoi. Et il est important d'aménager au cas par cas. Voilà, soyons inventifs, écoutez l'enfant et surtout, voilà, pas d'engagement. Alors, si le jeune n'accède plus aux apprentissages, donc ne va plus en classe ou est incapable de travailler à la maison, il est important de garder le lien. Donc, la classe peut envoyer une lettre, le professeur peut envoyer aussi des messages de bienveillants, mettre un message gentil sur le bulletin, même s'il n'y a aucune note. L'intérêt, c'est de garder un lien social avec l'enfant, le rassurer sur un retour éventuel et éviter un sentiment de rejet. Ce qui est important, c'est de prioriser la prise en charge thérapeutique de l'enfant. Et, et un enfant malheureux, c'est un enfant qui n'apprend pas. De toute façon, il ne peut pas apprendre. Quand on n'est pas bien, on ne peut pas apprendre. Donc, comment communiquer avec les familles? Alors, il y a quelques pistes. Bien sûr, il faut adapter selon le contexte. Il faut s'accorder sur un point de contact, un canal à privilégier, un interlocuteur, par exemple, donc pour signaler les absences, faire passer des informations sur l'état de santé, signaler un besoin ponctuel d'aménagement, une incompréhension d'un enseignant, pardon. Euh, c'est important aussi de voir comment justifier les absences, parce que devoir appeler tous les jours le collège pour signaler l'absence, c'est stressant pour les familles. Donc, trouver une autre solution. Voilà, SMS, mail. Pensez à donner des nouvelles de temps en temps, donc carte de camarade, mail du professeur principal, invitation à une sortie. Et le tout, voilà, doit se faire dans la bienveillance. C'est important de préserver la confiance du trio gagnant, école, famille, thérapeute. Donc, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que les aménagements mis en place sont évolutifs. C'est pas un contrat, c'est un cadre large où l'enfant peut évoluer à son rythme. Le parcours n'est pas linéaire. Vous voyez sur le petit dessin à droite, il y aura sûrement des moments de régression au cours de l'évolution de la prise en charge. Le temps est notre meilleur allié. Il ne faut pas se fixer un objectif dans le temps trop ambitieux. Voilà, on peut avoir une progression positive, une amélioration, mais il va y avoir des paliers. Voilà, le retour ponctuel en cours, ce n'est pas synonyme de victoire. Je l'appellerais quand même une petite victoire, mais voilà, c'est pas la victoire finale. Donc, et faire attention au syndrome du masque, et l'enfant peut paraître souriant pour cacher son angoisse. Donc, accepter des paliers pour stabiliser les avancées. Le retour ponctuel d'un enfant en cours n'est pas synonyme de victoire. Pour compléter un petit peu voilà, tout ce qu'on vous a dit, on vous mettra de toute façon les liens à disposition, les différentes ressources qui existent, les outils concrets. Donc la feuille de route de l'association qui a été construite avec des parents, des enseignants et des thérapeutes. Également les ressources Être prof destinées aux enseignants, savoir comment réagir, comment faire en cas de jeune qui déclenche une phobie scolaire dans votre classe. Il existe le réseau RCR, Refus scolaire anxieux, information recherche, qui est ouvert à tous et qui est vraiment très intéressant. Ils ont souvent de très bons intervenants, des webinaires et des sujets pour aider à mieux comprendre.
Vous avez bien sûr le site de l'association qui regorge de ressources. Vous avez aussi une application qui existe aujourd'hui, qui est en cours de création, et que c'est l'appli Passiflora par une ancienne jeune qui a fait une phobie scolaire, et les différents liens des différentes ressources existantes. Il y a aussi un auto-questionnaire qui existe, qui a été créé par Marie-Galette Tessonneau, et que je vous invite voilà, à aller consulter, qui peut être très utile pour voir où en est le jeune au moment, on va dire, où il déclenche tous les symptômes. Le guide TND, quelque chose voilà, qui existe, qui peut être déclenché par un médecin traitant, pédiatre, médecin scolaire ou encore un médecin de la PMI. Et en résumé, c'est ça, c'est éviter de culpabiliser, d'ignorer, c'est-à-dire de faire comme si ça allait passer. Forcer, ça ne fait que engrammer, on va dire, un petit peu le trouble anxieux et de décupler la phobie scolaire. De punir, c'est pas ça qui va faire retourner vos enfants à l'école. Et d'attendre les certificats et ou bilans pour agir. Donc là, c'est surtout à destination des établissements scolaires. Plus vous attendez, plus il y a de risques de décrochage. Et vu les mois d'attente, il vaut mieux réagir très vite. La bonne approche, donc là, on va être plus, voilà, se poser, accompagner, encourager, dédramatiser, donc rassurer, défocaliser de la question des apprentissages, écouter ce qui motive l'enfant, tester, ça marchera peut-être pas un jour, mais peut-être l'autre, tenir le cap dans la durée et positiver même les tout petits éléments positifs de la journée. Et donc, on vous remercie d'avoir suivi cette conférence et on vous invite également à venir sur le site de l'association Phobie scolaire qui est phobie-scolaire.org. Merci au Merci salon Marie. Henri Vosges. Voilà. Merci Christelle. Merci à tous. Au revoir.